tout à l'heure, vous avez parlé des archives. J'aurais une question concernant les archives. Je suppose que certains d'entre eux n'ont pas été, n'ont pas été rendus publics. Pour celles qui l'ont été, est-ce que ça a permis de faire avancer les enquêtes et les décisions des organisations internationales comme la CPI, par exemple? Alors, non, il n'y a rien au niveau de la CPI, il n'y a aucune plainte au niveau de la CPI, il n'y a rien. Le tribunal pénal international a vu son activité complètement, en particulier, comme c'était sous le contrôle de l'ONU et que la France a un pouvoir à l'ONU, la France s'est débrouillée pour qu'on ne juge que les choses qui les remondaient pendant l'année 94, donc tout le champ d'intervention française a été largement exclu du tribunal pénal international, donc non, en justice internationale, il n'y a rien du tout. Par contre, au niveau de la connaissance, les archives peuvent faire avancer la connaissance. Qu'est-ce qu'on a actuellement? La mission d'information parlementaire a fait émerger beaucoup de choses, effectivement, et ça, c'est un de ses mérites. Il y a eu les autres sources, il y a les déclassifications par la justice, des choses qui sont classées secret défense, que la justice a pu, et en particulier les plaintes contre l'armée française d'Abbé Cicéro, mais ces documents-là sont des dossiers judiciaires, ils ne sont pas publics. Il y a eu les archives de l'Élysée, les archives Mitterrand, il y a eu une fuite, une grosse fuite importante, qui a pu être versée dans les dossiers judiciaires et qui a pu être publiée sous forme de livre. Et ça a beaucoup aidé à comprendre, là aussi, les processus de décision et à mettre en évidence un certain nombre de choses sur ce que ça savait, sur le fait que les décisions étaient prises en connaissance de cause, que l'Élysée savait ce qui se passait. Parce que ça, c'est important. On nous parle de complicité de génocide, il faut aussi avoir connaissance de ce qui se passe. Et en fait, la connaissance était bonne. Avant et pendant le génocide. Et puis, mais il y a le fait que la plupart des archives, la grosse majorité des archives, elle n'est pas du tout publique. Il y en a une grosse partie au service historique de la défense. Il y en a une grosse partie aux archives nationales, en particulier les archives présidentielles, qui sont celles qui sont importantes. Elles sont sous le contrôle d'une mandataire de Mitterrand. C'est-à-dire que Mitterrand a désigné une personne privée et qui donne autorisation ou non de consulter les archives, et qui les a données apparemment, enfin Pierre Péan, quand il a fait son bouquin, a eu une autorisation d'accès aux archives, et c'est le seul. Et lui, c'était un livre de commande par Védrine, mais des officiers français. Mais lui, il a eu accès aux archives. Les chercheurs, sinon, n'en ont pas accès. Et moi, personnellement, j'ai eu aussi un refus. Et les raisons invoquées sont très variables, ce qui est assez amusant, très arbitraires, puisque il se trouve qu'on m'a laissé consulter un document et que celui-là a été encore classé secret défense. Donc je ne sais pas pourquoi on m'a laissé consulter. Mais par contre, il y en a plein d'autres qui sont déclassifiés qu'on ne me laisse pas consulter. C'est-à-dire que Mme Bertinotti, la mandataire de Mitterrand, a le droit de dire non, même pour les choses qui ont été déclassifiées. Donc quand François Hollande a annoncé publiquement « nous déclassifions des documents », certains médias ont considéré un peu abusivement qu'il déclassifiait les documents. C'est pas vrai. Sur des milliers de pages qu'on aimerait bien avoir, François Hollande en a déclassifié 83, dont 50 étaient déjà connus par des fuites. Et donc il en reste 33. Sur ces 33-là, il y en a plusieurs, donc on n'en a que les titres, puisque François Hollande a donné les titres. Il y en a qui n'ont pas l'air passionnants, comme celui sur la messe en l'honneur du président Habyarimana, ou les vœux du nouveau président rwandais. Mais il y en a quelques-uns dont les titres me paraissent intéressants, mais on parle donc de quelques dizaines de documents sur des milliers. Mais même ceux-là, et même ceux qu'on a déjà, nous restent interdits par Mme Bertinotti. Donc même sur ces petits nombres, on n'arrive pas à les avoir. Bonsoir François, merci d'être venu. Tu as évoqué tout à l'heure Alain Juppé, quelques points sur lesquels il est tout à fait intéressant de se pencher sur la politique qu'il a menée. Dans le documentaire, dans le film, on le voit à la fin dire que si c'était à refaire, il le referait avec le même enthousiasme. Il parle en particulier, je pense, de l'opération turquoise, qu'il est aujourd'hui, encore en 2016, l'un des derniers à défendre comme une opération strictement humanitaire. Je sais que tu as particulièrement travaillé avec Guillaume Ancel. Est-ce que tu peux nous parler de lui et de son témoignage? Oui, Guillaume Ancel, d'ailleurs, qui s'excuse de ne pas avoir pu venir ce soir. Guillaume Ancel,
c'est un officier, il était capitaine à l'époque, et lui, il guidait les avions. Il faisait partie des gens qui, au sol, étaient chargés de guider les avions de chasse. Et donc lui, il témoigne d'un certain nombre de choses qu'il a vues sur le terrain, en particulier le fait qu'il n'avait jamais entendu parler d'aspect humanitaire le premier jour de l'opération Turquoise, et qu'il était même parti dans une opération, au début dans une opération sur Kigali, qui a finalement été annulée. Il dit qu'il a participé à une opération de coup d'arrêt contre l'avancée de l'FPR, qui a été annulée au tout dernier moment, presque à la dernière minute, et que c'est juste à ce moment-là, donc début juillet, donc 8 jours après le début de l'opération Turquoise, qu'on a entendu parler pour la première fois de l'humanitaire, et que ses copains ont rigolé autour de lui en lui ont dit maintenant tu vas guider des frappes aériennes humanitaires. Et ça les a beaucoup amusé, l'idée qu'on puisse faire de l'humanitaire avec l'équipement Turquoise, qui était un équipement lourdement armé, donc il y a eu jusqu'à 8 avions de chasse Turquoise, et c'est beaucoup. Et des mortiers lourds, et au contraire, aucun équipement médical. On a vu d'ailleurs récemment les médecins militaires de l'époque expliquer qu'ils étaient venus pour soigner les soldats français, ils étaient venus avec une toute petite tente pour pouvoir soigner les soldats français blessés éventuellement, et ils n'avaient absolument rien prévu pour les civils, et quand il y a des civils qui sont arrivés, eh bien, ils étaient absolument dépourvus. Donc Guillaume Ancel dit un certain nombre d'autres choses. Il dit, une des choses qui est intéressante, c'est qu'il dit qu'à un moment, un de ses supérieurs lui a dit « Tiens, va parler aux journalistes, là, il faut que tu les occupes. » Bon, pourquoi? Parce qu'il y a un convoi de camions qui va passer, il ne faut pas qu'ils le voient. Donc tu leur parles de manière à ce que toi, tu sois face au camion, que eux soient dos au camion pour qu'ils ne les voient pas. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans ces camions? Il y a des armes. Et où vont ces camions? Aux Zaïre. Autrement dit, ce sont des livraisons d'armes, un convoi d'armes. Lui, il a vu les camions, il n'a pas vu le contenu, mais c'est un convoi d'armes qui allait aux forces armées rwandaises, aux Zaïre. Et donc, le soir, une fois que les journalistes sont partis, le soir, au débriefing quotidien, ils ont eu, paraît-il, d'après ce que dit Ancel, un débat assez houleux sur ce sujet-là. Et on lui a expliqué qu'on avait peur du mécontentement des forces armées rwandaises, que c'était nos alliés qui pouvaient se sentir trahis si on ne les soutenait pas, et qu'il fallait quand même leur donner un peu de discipline. Voilà. Guillaume Ancel dit un certain nombre d'autres choses. Il dit des choses assez intéressantes. Il se trouve que lui, par ailleurs, il est spécialiste des missiles antiaériens, qui est un des meilleurs spécialistes français des missiles sol-air, de type Mistral. Et donc, il a étudié, même s'il n'était pas du tout dans le dossier rwandais au moment de l'attentat du 6 avril, récemment, là, depuis 2 ans, il s'est penché un peu sur tout ce qui a été écrit sur la question. Et autant au début, il disait que c'était absolument impossible que les Français aient la moindre contribution là-dedans, que ça lui paraissait complètement improbable, autant à force d'étudier le dossier, il a fini par changer d'avis et dire que ça faisait partie pour lui des hypothèses à considérer au même titre que les autres. Voilà, je pense avoir fait le tour des principales choses que Ancel dit, et sinon, effectivement, il fait partie des gens qui permettent de préciser le tableau. C'est-à-dire que, comme sur le sujet du Rwanda, on manque d'informations globalement, il y a des fois, dans les zones d'ombre, on est obligé d'interpoler, d'imaginer, de spéculer, et à force, quand on a des gens qui sont sur le terrain, qui ont été sur le terrain, qui permettent de préciser les détails, on s'aperçoit que le tableau que donne Survie, par exemple, est cohérent avec la réalité, mais il permet de le nuancer, de le raffiner en voyant effectivement comment fonctionnaient les choses sur le terrain. En particulier, lui, ce qu'il dit, c'est que les soldats français ont fait leur job de façon très professionnelle en exécutant les ordres, et que le problème des ordres vient de la hiérarchie, c'est-à-dire des hauts responsables militaires, ceux que je citais tout à l'heure, Langsat, Keno Luchon, et des politiciens. Et donc, ça c'est la thèse d'Ancel, il essaie de défendre effectivement son propre travail. Ceci dit, de plus en plus, et vu les éléments qu'il fournit, c'est extrêmement cohérent avec ce qu'on peut avoir par ailleurs. Pour la plupart d'entre eux en tout cas. Les militaires français sur le terrain qui ont une responsabilité en elles-mêmes sont un tout petit nombre. À quel titre la dame dont vous parliez interdit l'accès aux archives concernant le Rwanda? La volonté du prince. C'est-à-dire, Mitterrand a donné ses archives aux archives nationales sous condition que pendant 25 ans,
sous condition, que jusqu'en 2021, oui c'est ça, 25 ans, elle seule délivrerait les autorisations. Après, l'autorisation reviendra à l'Élysée. Autrement dit, ce sont des archives publiques, ce sont des archives d'État. Ce ne sont pas la correspondance privée de Mitterrand et d'Anne Pajot, qui d'ailleurs elle-même n'est pas couverte par aucun secret, puisqu'elle s'est permis de les publier. Ce sont les archives, nos archives, les archives qui nous concernent tous. Et dont la plupart d'ailleurs n'ont rien de secret. Celles qui ont fuité, on peut s'apercevoir qui n'ont aucune confidentialité. Je pourrais donner quelques exemples assez amusants. Mais donc, Mitterrand s'est permis de donner, de mettre un filtre, si vous voulez, à la consultation. Et il n'y avait aucun cadre légal à l'époque. Il se trouve que Giscard d'Estaing a fait quelque chose du même genre, il a imité Giscard. Mais dans le cas de Giscard, ça pose beaucoup moins de problèmes. La base, ça a été régularisé. Maintenant, il y a une base un peu légale en 2009, depuis 2009, et donc qui n'est pas rétroactive, donc il n'y a toujours aucune base légale pour cette chose-là. Il se trouve qu'elle suit l'avis des archives nationales la plupart du temps. Quand les archives nationales lui disent s'il vous plaît, quand on fait une demande aux archives nationales, les archives sont obligées de retransmettre à Bertinotti, qui en général, 99% du temps, suit l'avis des archives nationales, positif ou négatif. Là, on est dans un seul cas, on est dans le 1%, où elle n'a pas suivi les archives ont donné un avis favorable. Et du fait que Hollande avait déclassifié les archives nationales, on dit bon, ben d'accord, allons-y, on suit. Et Bertinotti a dit non. Je vous donne un exemple de choses qui sont classées par le secret défense, qui sont intéressantes. François Léotard, ministre de la Défense, a fait une visite à l'opération Turquoise, d'une journée, en juin, dans les premiers jours de l'opération, 29 juin. Naturellement, c'est comme c'était au Zaïre, l'opération Turquoise, les bases étaient au Zaïre, il ne peut pas visiter les Zaïre, il faut prévenir le Zaïre. Donc, il y a un petit message d'une phrase à l'ambassadeur de France au Zaïre, prévenez les autorités zaïroises que monsieur le ministre d'État va venir faire une visite. C'est classé secret défense, il y a un temps. Alors, à l'époque, le 27 juin, la veille de la visite, l'avant-veille de la visite, je peux comprendre qu'on veuille garder le secret pendant un jour ou deux sur cette visite, je ne sais pas. Mais du jour où cette visite a lieu avec des dizaines et des dizaines de journalistes, on ne voit pas ce qu'il y a de secret dans cette visite. Or, depuis, ce truc-là fait partie des choses qui sont encore maintenant classées secret défense. Ça vous donne une idée de l'étendue, de la largeur avec laquelle on a arrosé la notion de secret défense. Mais en même temps, il y a des erreurs, il y a l'arbitraire, puisque moi, par erreur, on m'a donné un document qui est beaucoup plus intéressant que ça, et qui était, lui, gardait toujours le tampon secret défense quand on me l'a donné, et il n'y avait pas de mention de déclassification, et j'ai vérifié, il n'a jamais été déclassifié, celui qu'on m'a donné. Allez savoir. Donc, le fait du prince, je pense que c'était une bonne réponse. Bonsoir. Vous avez laissé planer un doute à 2 reprises, là, pendant votre intervention, sur le fait que la France pourrait être au courant de la cause, ou en tout cas de la survenue de l'assassinat du président au mois d'avril. Alors, je n'ai pas laissé planer de doute sur le fait que la France soit au courant, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, j'ai laissé planer un doute sur le fait que la France ait pu avoir une responsabilité, c'est pas la même chose. C'est des choses différentes. Il y a actuellement la seule... On a peu de choses dans l'enquête sur l'attentat, mais on a une enquête balistique et des témoignages de militaires français et belges qui convergent tous vers une chose, c'est que le point de départ des tirs est proche du camp militaire de Canombé tenu par la garde présidentielle hollandaise. Ça, c'est le seul élément qui tend à montrer que la piste incriminant les extrémistes Hutus ou leurs alliés est beaucoup plus probable que la piste du FPR. Or, à partir du moment où vous avez les extrémistes Hutus et leurs alliés étant la France, toute la question est de savoir quelle connaissance en a la France et où est le curseur dans la part de responsabilité. Et ce que je dis, c'est que les éléments qu'on recueille actuellement montrent que la piste française est aussi plausible, la piste d'une participation française à un degré ou à un autre, est aussi plausible que celle des extrémistes Hutus. C'est-à-dire que rien actuellement ne permet de l'infirmer. Il n'y a, et en particulier, elle n'a jamais fait l'objet de démentis précis.
Il y a eu des accusations qui ont été portées contre la France, en particulier par un journaliste belge, qui cite le nom de deux tireurs. Il y a un certain nombre d'éléments basés sur l'analyse des motivations, l'analyse de la faisabilité technique, l'analyse des renseignements dont disposaient les Français à l'époque, l'analyse du rôle des services de renseignement, les deux services de renseignement français qui opéraient, la DGSE et le DRM, etc., qui montrent, et l'ensemble des choses, et ensuite l'analyse des pressions qu'il y a eu ensuite sur les familles des victimes de la part des autorités françaises, au fil des années, qui montre, il y a tout un faisceau de choses qui montrent que cette piste est possible, et il n'y a pas d'éléments qui montrent que cette piste est impossible. Mais n'ayant aucun élément de preuve, à aucun moment je ne dirais les Français ont participé à l'attentat. Je dis juste que cette piste doit être examinée de façon rigoureuse au même titre que les autres. Est-ce que là je réponds à votre question? Alors après, sur la connaissance, si la France réussit, donc si la France a une part de responsabilité, quand je dis la France, c'est une manière de parler. Si c'est le cas, c'est une opération faite par un très petit nombre de gens et un très petit nombre de gens au courant. Donc la plupart des gens de toute façon ne seraient pas au courant. Et même si la France, si aucun Français n'a part de responsabilité là-dedans, il y a quand même donc deux services secrets qui sont parmi les mieux informés, qui opèrent à ce moment-là. Et donc il est probable que des gens soient au courant des vrais auteurs de l'attentat. Mais apparemment ils n'ont pas fourni d'indication à la justice. On a parlé du capitaine Baril. Alors, le capitaine Baril fait partie des gens, quand on examine la possibilité d'une piste française, le capitaine Baril fait partie des noms qui reviennent, en particulier parce que lui s'est vanté d'avoir été sur des collines au cœur de l'Afrique au moment de l'attentat. Ça, c'est sa déclaration à lui. Et le fait qu'il ait beaucoup opéré avec le gouvernement rwandais avant et après le début du génocide, le met dans la, et qu'il ait fait participer à des coups tordus variés, le met dans la liste des suspects possibles. Il n'y a aucun élément probant contre lui, mais oui, son nom est cité. L'autre possibilité, c'est les forces spéciales françaises, le premier régiment parachutiste d'infanterie de marine, dont les deux noms qui ont été cités par une journaliste belge sont des éléments de ces forces spéciales-là, qui étaient en poste, l'un à Kigali secrètement, et l'autre au Burundi à peu de kilomètres de là, et à ce moment-là. Voilà. Donc c'est une autre piste possible, là encore sans aucun élément probant. Voilà, moi parmi, disons, les éléments qui sont à l'appui de cette thèse, c'est que le fait que les pressions françaises, les pressions par les autorités françaises sur l'enquête sur l'attentat ont été beaucoup, beaucoup plus élevées que toutes celles concernant les plaintes sur l'opération Turquoise, etc. On est un degré au-dessus. Hein, sur Turquoise, sur les viols, il y a eu des pressions que je qualifierais de usuelles, normales, réaction normale de l'État ou de l'armée face à ces accusations, alors que sur l'attentat, on sent bien qu'on est sur un dossier ultra sensible. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et c'est évidemment pas un élément de preuve. Et j'ajoute que même si la France a une responsabilité dans l'attentat, ça veut dire que les personnes qui leur auraient donné le feu vert l'auraient fait dans un but de coup d'État. Et là encore, ça n'a aucun lien avec une quelconque intention génocidaire. Ce ne serait pas une preuve d'une intention génocidaire. Voilà, donc j'essaie d'être le plus précis possible en analysant possible. Bonsoir. Moi, j'aimerais poser une question plus sur l'association survie, parce que je me rends compte qu'à chaque fois, dans les conséquences des actes, à chaque fois, on cherche un coupable, on désigne à travers des preuves, mais qui, de par sa puissance, n'est jamais incriminé. Donc, je veux dire, malheureusement, c'est la réalité. Je suis plus du genre à vouloir m'appuyer sur l'éducation. Et est-ce qu'à travers votre association, il y a des programmes qui sont mis en lien avec les écoles, peut-être, ou en tout cas qui ont intérêt de véhiculer les causes de ces actes, c'est-à-dire montrer à travers l'éducation que de par juste une simple critique, une discrimination, on peut arriver à de telles atrocités. Et ma question c'est, est-ce qu'il y a des liens qui sont créés avec les principes d'éducation pour pouvoir véhiculer tout le savoir que vous avez par rapport à ce qui s'est passé là? Quand vous parlez des actes, vous parlez du génocide des Tutsis ou vous parlez d'une responsabilité française? Non, là en fait,
l'acte, c'est plus le génocide en lui-même, parce que le but du jeu, c'est vraiment... Sur le génocide des Tutsis, l'action de survie, elle est surtout judiciaire, de faire connaître les choses à travers l'action judiciaire et les procès. C'est beaucoup plus, le travail dans les écoles est beaucoup plus fait par le mémorial de la Shoah, qui travaille avec l'association IPUCA, donc l'association des rescapés, et qui a des programmes très systématiques d'éducation à la prévention des génocides, et qui inclut depuis peu le génocide des Tutsis. Et là, il y a depuis quelques années un vrai travail en commun entre les associations mémorielles, et ça, franchement, moi ça me paraît très très important, et ce travail-là, parce que, surtout qu'à une époque, il y avait une tendance, en particulier du mémorial de la Shoah, de prôner plutôt la spécificité de la Shoah, et donc de ne pas vouloir le relier aux autres. Là maintenant, la liaison est vraiment faite à beaucoup de niveaux. Par contre, dans les manuels scolaires, le génocide des Tutsis est extrêmement mal traité, très très peu traité, globalement. Et il y a quelqu'un, un ancien professeur d'histoire géo, qui a pris tous les manuels scolaires depuis 20 ans pour voir comment c'était traité, et en particulier pour voir comment était traitée la question française, l'intervention française. Et c'est là qu'on voit qu'elle n'est quasiment jamais mentionnée, et que les rares fois où il y a des textes qui peuvent ouvrir un petit peu, les textes de Jean-Pierre Chrétien, des textes de Colette Breckman, qui sont cités, ils disparaissent de l'édition suivante. Donc on a effectivement une grosse difficulté à faire que le génocide des Tutsis soit perçu autrement que par un massacre interethnique un peu confus. Et son aspect politique soutenu n'apparaît pas dans les manuels scolaires. Je dis ça parce qu'en fait, moi-même, j'ai été militaire pendant quelques années, et je me rends compte maintenant, à travers ma prise de conscience de plein de choses, que si j'avais été éduqué avec un principe de compréhension de toutes ces conséquences, qui sont la guerre et qui sont à la base sur la discrimination, la recherche de pouvoir, j'aurais eu beaucoup plus de réflexion avant de faire cette démarche-là. Et je sais moi-même, à travers, j'ai envie de dire, l'ignorance que j'avais à ce moment-là, si j'avais été envoyé, j'ai été envoyé en Côte d'Ivoire, je n'aurais pas eu le courage de remettre en question un ordre qui m'aurait été donné, et donc j'aurais été moi-même acteur de ce type. J'aurais été un acteur de ces conséquences-là, sans jamais les avoir voulu personnellement, mais je parle du principe qu'en tant qu'adulte, maintenant, le but du jeu, c'est d'éduquer soi-même, mais d'éduquer ses enfants et les autres, parce qu'on le voit toujours depuis X années, la guerre du Vietnam, tout ce qui se passe en Afrique, toutes les guerres, c'est à chaque fois le même principe, et on cherche des coupables, mais on ne cherche pas soi-même à se remettre en question et à éduquer les autres pour que justement par la suite ça n'arrive plus, parce que c'est bien ça le problème, c'est que les enfants ils revendiquent ce que les parents pensent, et ce qu'ils pensent, ils l'ont vécu à l'école, et donc ils ont reproduit les mêmes principes d'action, et je trouve ça intéressant peut-être de pouvoir véhiculer un questionnement sur tout ça. Alors, je peux rajouter un petit complément sur la question de l'exécution des ordres. Une des choses qui fait que beaucoup de responsables français peuvent défendre l'action des forces françaises au Rwanda, et encore actuellement, dans les interventions militaires françaises, c'est qu'il y a une dichotomie. Vous avez les forces classiques et les forces spéciales. Les forces classiques, les forces conventionnelles, font toute la partie avouable, si vous voulez. Les forces spéciales font toute la partie discrète. Et les forces spéciales françaises ont été vraiment organisées et mises sur pied à partir des débuts des années 90. Donc le Rwanda était leur premier terrain d'exploration. Et là, c'est là, en fait, Opération Nord, Opération Amaryllis, Opération Turquoise, dans les trois, on a une action des forces spéciales qui est très dissociée de celle des forces classiques. Donc ce que voient les médias et ce qu'on explique, ce sont des choses beaucoup plus naturelles, typiquement évacuation des ressortissants, protection, et aussi aide aux rescapés pendant l'opération Turquoise. Alors que les forces spéciales, elles, font tout le reste. L'exfiltration des génocidaires, les livraisons, le rôle dans les livraisons d'armes, dans le soutien à l'armée rwandaise, c'est les forces spéciales. Et à l'époque, c'était déjà, c'est devenu important à partir du Rwanda. Les forces spéciales, c'est ce qui a beaucoup, c'est les seules parties de l'armée qui recrutent, c'est celles qui ont le vent en poupe actuellement, et c'est celles dont on parle très peu, effectivement, sauf quand elles ont un accident d'avion en Libye ou des choses comme ça, et que c'est plus possible de dissimuler leur présence. Mais elles ne sont pas soumises à l'approbation du Parlement.
Donc même si on dit oui, le Parlement doit approuver quand nos troupes sont déployées pendant plus de 4 mois, les forces spéciales peuvent être là depuis longtemps, il n'y a pas de... Et donc, effectivement, au niveau de l'exécution des ordres, je pense que une des raisons du traumatisme d'un certain nombre de militaires français qui ont servi au Rwanda, c'est qu'ils ont l'impression, dans la grosse majorité, d'avoir exécuté des ordres correctement et d'avoir été confrontés à des situations quatrième. Et bon, ceux des forces spéciales, eux, ils ont un ressenti qui est très très différent. Bonsoir. J'avais une question, moi, c'était en fait, quel intérêt avait la France à armer les Hutus pour participer à ce génocide? Est-ce qu'il y avait un intérêt financier ou alors, la démocratie? Il y a plusieurs intérêts. La plupart des choses qu'on voit au Rwanda, du point de vue de la France, les Français avaient l'impression de faire une opération classique, c'est-à-dire soutien militaire et diplomatique à un régime ami pour qu'il reste proche de la zone d'influence française. Hein. Et pour ça, le Rwanda n'était pas spécifique. Hein. Si vous aviez demandé à quelqu'un en 92-93 ce qu'on faisait au Rwanda, il n'avait pas l'impression nécessairement de faire quelque chose de spécifique. La France soutient les dictateurs et réprime les démocrates dans un certain nombre de pays pour avoir un régime solide qui lui est fidèle. Point. Et ce qui se passe dans la population n'est pas très important, du moment que ça reste vaguement présentable. Et donc, le fait de soutenir les extrémistes Hutus, la France compte sur Habyarimana jusqu'en 93. À partir de 93, elle compte sur les extrémistes, parce qu'il faut que Habyarimana lâche trop de pouvoir et lâche trop de concessions. Et donc, à partir de 93, le tournant important, c'est en 93 de choisir les extrémistes. Donc, oui, en connaissance de cause, la France soutient des gens dont ils savent qu'ils sont susceptibles de faire un génocide et qu'ils ont commencé déjà à faire des massacres de Tutsis, qui servent de répétition générale. Mais ça n'a pas d'importance aux yeux de la France, aux yeux des quelques Français qui prennent des décisions. Mais, encore une fois, je ne vois pas de traces d'intention génocidaire du tout. L'intention, c'est de garder un point d'ancrage solide. Alors, le Rwanda, pourquoi le Rwanda? Comme beaucoup d'autres pays, parce qu'on veut maximiser le nombre de pays fidèles. Aussi parce que le Rwanda a été considéré comme un pays sûr, en particulier parce qu'il était question éventuellement d'y mettre une base militaire à la place du Tchad quand le Tchad commençait à devenir un peu plus flageolant. Parce que le Rwanda est sur ce que l'Élysée est considéré comme la ligne de front linguistique, c'est-à-dire la limite entre zone francophone et zone anglophone. Parce qu'il y avait la théorie des dominos en disant si on lâche un pays, si on laisse tomber un des dictateurs qu'on soutient, eh bien les autres dictateurs n'auront plus confiance en nous. Alors on a besoin d'une cohésion de toute la zone d'influence française. Voilà. Et puis, spécificité du Rwanda aussi, non pas ses richesses lui-même, mais le fait que c'est la porte d'entrée du Kivu. Le Kivu, c'est une des parties du Zaïre, l'est du Zaïre, qui est très très riche du point de vue minier, qui est très très loin de la capitale Kinshasa, et qui est très difficile à contrôler par l'ouest. Vous avez des milliers de kilomètres difficiles à pénétrer pour aller, alors que le Kivu, ses voies d'accès sont beaucoup naturellement vers le Rwanda, et d'ailleurs, historiquement, le lien avec le Rwanda, avant la colonisation, était beaucoup plus tourné vers l'Est. Et donc, le Rwanda sert de point de contrôle du Kivu, et ça, beaucoup de gens l'ont compris, beaucoup de puissances occidentales l'ont compris, et actuellement même, une grande partie de l'exportation des mines se fait par l'Est. Donc oui, ça fait partie de l'intérêt de la France pour le Rwanda, mais bon, globalement, c'est le maintien de la zone d'influence française à tout prix. À tout prix. Le mot à tout prix, c'est le vocabulaire de l'amiral Langsade. C'est pas moi qui l'invente. Et j'aimerais savoir aussi par qui a été financé le RPR. Le FPR, pardon. Le FPR. Le FPR a été financé par la diaspora Tutsi. Les gens qui accusent le FPR l'accusent d'être financé par l'Angleterre ou les États-Unis. Moi, je n'ai pas de document là-dessus, c'est tout à fait possible. C'est rien d'absurde. Ce qui est absurde, c'est d'utiliser ça comme une justification pour soutenir des génocides. Ceci dit, le FPR lui-même est une armée basée à terre avec très peu d'armement lourd, pas d'avions. Donc, s'il a été financé, il n'a pas été financé massivement. Ils avaient des bottes en caoutchouc. La première attaque du FPR a été une attaque à pied toute simple et il a suffi d'un hélicoptère français pour les mettre en déroute. Donc, c'était pas non plus une armée suréquipée. Du point de vue des militaires français, ils considéraient ça comme ce qu'ils appelaient une armée de libération, c'est-à-dire une armée de guerrilleros, pas comme une armée... alors, il y a une chose sur laquelle j'ai des documents, c'est que l'armée française a beaucoup essayé de dire
qu'ils étaient soutenus par l'Ouganda, et que donc c'était une guerre étrangère, et que donc la France avait le droit d'intervenir. C'était pas une guerre civile, c'était une guerre étrangère, puisque c'était financé par l'Ouganda, et que donc ça donnait le droit à l'intervention française, ça justifiait, puisqu'en cas d'agression étrangère. Et ça, par contre, là on voit les documents internes de l'armée, où on voit des documents où on dit que la thèse du soutien par l'Ouganda ne pourra pas faire illusion longtemps. On a des documents, on sait que l'armée française, elle, sait bien que le soutien de l'Ouganda est extrêmement faible. En gros, il a dû se limiter à une tolérance très forte. L'Ouganda était favorable au FPR, l'a autorisé à utiliser l'Ouganda comme base arrière, probablement a donné quelques surplus en termes de camions. Voilà, mais ça c'est à peu près. Et puis il y a eu un soutien diplomatique de l'Ouganda, au FPR aussi. Alors là, du point de vue diplomatique, oui, c'était leur meilleur soutien. Mais de preuves d'intervention militaire ougandaise au FPR, là, dans les documents de l'armée française disent qu'il y en a. Bonsoir, merci pour vos informations dans un premier temps. Je voulais juste préciser, enfin, vous avez fait mention que l'Élysée était au courant. Donc là aujourd'hui dans ce reportage, on a vu M. Léotard et M. Juppé. Il faut savoir qu'il y en a plein d'autres aussi qui sont mêlés de près ou de loin, à savoir M. Sarkozy, M. De Villepin, etc. Mais il faut se renseigner un peu plus pour avoir ce genre d'informations. Moi, ma question, en gros, c'est un peu choquant, mais si on constate bien, la communauté internationale a laissé faire la France, en fait, en toute impunité. Parce qu'ils étaient tous au courant, il y a eu des appels à l'aide, au secours. La France était le seul pays à recevoir, par exemple, M. Habyarimana. Et en gros, les autres, sans sanction visible, ont presque approuvé ou validé ou fermé les yeux dessus. Et là, le temps passe, nous, aujourd'hui, on est concernés, mais j'ai l'impression que c'est tout le monde qui est un petit peu responsable, les autres dirigeants des autres pays développés. Alors, c'est vrai que le Rwanda, l'exemple du Rwanda peut nous servir beaucoup pour illustrer l'actualité, pour comprendre mieux ce qui se passe dans l'actualité. Et les réactions précédentes le montrent aussi. Donc c'est vrai qu'une des choses qui est importante dans l'étude de ça, c'est de voir jusqu'où peut aller la politique française, donc d'en tirer des conséquences actuelles. Maintenant, il faut voir qu'à l'époque, le Rwanda, on sortait juste de la guerre froide. Pendant toute la guerre froide, la France avait comme mission, au sein du camp occidental, de garder l'Afrique, le plus possible l'Afrique, la protéger du bloc soviétique, et la garder dans l'orbite occidentale. Et donc, la France avait les mains libres, largement les mains libres, et au Rwanda en particulier. Maintenant, Sarkozy, Dupin, j'ai absolument aucun élément contre eux, donc je ne sais pas, peut-être que vous en avez, mais moi je n'en ai pas. Il y a, quand vous dites tout le monde était au courant, alors, personne n'avait de boule de cristal, hein, mais l'Élysée a été tenu au courant des risques de génocide et des massacres de Tutsis, ont été tenus au courant de façon extrêmement détaillée pendant toute la période 90-94. Oui, et pendant le génocide, dès les premiers jours, on voit dans les textes des services secrets que l'extermination des Tutsis a commencé, ça on le voit, l'information est tout de suite, et dans les documents de l'armée aussi. Maintenant, la communauté internationale, c'est un mot un peu vague. Il faut voir que l'ONU, vous avez le Conseil de sécurité, vous avez la France, qui est membre permanent avec droit de veto. Vous avez aussi le truc très particulier, c'est que le Rwanda était un des membres non permanents. Vous savez, le Conseil de sécurité, c'est lui qui prend les décisions au jour le jour. L'Assemblée générale des Nations Unies se réunit une fois de temps en temps et prend en général des décisions qui ont été déjà préparées. Elle entérine en général. Le Conseil de sécurité, c'est les 15 membres qui se réunissent jour par jour s'il le faut pour gérer la situation. Dedans, il y a 5 membres permanents dans la France, qui a son droit de veto, et puis il y a 10 membres qui tournent sur une base annuelle, et cette année-là, il va être le Rwanda. D'autant plus curieux d'ailleurs que le Rwanda, le 1er janvier 1994, quand il prend son siège, est sous tutelle de l'ONU, puisqu'il y a des troupes des Nations Unies qui mettent le pays sous tutelle à l'époque, après les accords de paix d'Arusha. Donc vous avez au Conseil de sécurité quelqu'un qui met son propre pays sous tutelle. Ou plutôt, quelqu'un sous tutelle qui est son propre curateur. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un sous tutelle, mais en général, il n'est pas son propre curateur. Donc il y a une situation déjà anormale, d'autant plus anormale ensuite, quand il y a un coup d'État, et que le représentant de ce coup d'État siège au Conseil de sécurité. Un coup d'État, donc il est reconnu a priori que par la France, mais la France se débrouille pour qu'il puisse continuer à siéger, et donc y compris à développer des thèses génocidaires au Conseil de sécurité. Donc il y a une situation
Donc quand on dit les Nations Unies, c'est pas quelque chose de vague, c'est quelque chose d'incarné par des gens. Et donc vous avez au Conseil de sécurité sur les 15, vous en avez 2 qui développent ce genre de thèse. Et plusieurs, effectivement, qui laissent faire ou pas. Et vous avez 2 représentants au Conseil de sécurité qui s'opposent très fermement à ça, qui sont la Nouvelle-Zélande et la Tchéquie, mais qui n'ont pas le même poids que les États-Unis, la Russie, la Chine ou la France. François, je profite du silence, je suis là. Je profite du silence pour peut-être te poser un peu une question piège, peut-être pas, je sais pas. Est-ce qu'on peut raisonnablement penser que sans le soutien de la France depuis 1990, le génocide n'aurait pas eu lieu? Non, c'est très très difficile de refaire l'histoire. Je n'ai pas d'éléments pour refaire l'histoire. Quand on voit la situation de Burundi ces jours-ci, on peut très bien se poser la question de savoir si un génocide peut arriver effectivement dans un régime qui n'est pas particulièrement soutenu, qui est soutenu de façon beaucoup plus limitée par l'étranger. Ceci dit, là, on voit très clairement en 93 les choix qui sont faits en février-mars 93 au tournant, et c'est le choix de soutenir diplomatiquement, militairement, médiatiquement le camp des extrémistes hutus. Là, il y a des choix qui sont faits au même moment, de façon très concrète. Et quand on voit tout ça, c'est très très difficile de se dire, d'imaginer, voilà, vous êtes dans une tragédie grecque, hein, l'engrenage est en train de se mettre en place. Là, on essaie d'imaginer, pour renverser ces 3 décisions, vous prenez la décision de ne pas soutenir militairement, de ne pas soutenir diplomatiquement, de ne pas soutenir médiatiquement. Tous les analystes, alors moi je suis assez terrain, mais tous les analystes disent que le régime Habyarimana s'effondrait immédiatement en 93. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'il y aurait eu ensuite, mais l'histoire aurait été certainement très différente. Bon, là aussi, tant que les responsabilités de l'attentat ne seront pas élucidées, dans le coup d'État, on aura du mal à savoir, à dire effectivement avec des si qu'est-ce qui aurait pu se passer. Ma conviction est que le génocide des Tutsis est la rencontre de une organisation d'État, un génocide de voisinage, et donc, des choses qui se passent au niveau du voisinage immédiat, et un soutien français. Je pense que c'est la rencontre des 3 qui a fait que le génocide était possible. Oui, une des spécificités du génocide des Tutsis, c'est que c'est la rencontre d'une organisation d'État qui a des autorités extrêmement organisées, un niveau d'obéissance assez élevé, mais c'est un génocide réalisé par les voisins. Il est réalisé par les voisins, il y a une adhésion à la population génocide qu'il n'y a pas. La Shoah, tout le volet industrialisation de la Shoah, c'est comment est-ce qu'on essaie d'être efficace en étant discret. Parce qu'on sait qu'on n'a pas l'adhésion de la population, même de la population allemande. Malgré la montée de l'antisémitisme en Allemagne, il n'y avait pas l'adhésion de la population pour faire des massacres. S'il y avait des corps dans les rues, comme il y a eu au Rwanda, le génocide aurait pu. D'ailleurs, l'extermination des handicapés en Allemagne a été bloquée très rapidement par la volonté de la population et des églises. Et les nazis ont fait énormément d'efforts pour la discrétion, au moins en Occident, pas dans la Shoah, par balle dans les pays de l'Est. Le génocide des Tutsis, c'est très très différent. Hein. C'est des gens qui tuaient des gens de famille, des voisins, des proches. Et donc il y a quelque chose, ils rencontrent entre ça et la volonté d'État qui leur vient de leurs autorités. Je suis désolé, j'ai encore une petite dernière remarque, si à la place. Puisque tu faisais allusion au régime nazi, on peut par contre dire sans hésitation que pour la 2e fois dans son histoire, les autorités françaises ont collaboré avec un régime génocidaire. Pour moi, vu les éléments dont on dispose, je pense que la complicité de génocide est avérée dans le cas du génocide des Tutsis, donc oui, la réponse est oui. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à cette heure-là. Je sais que c'est très difficile, d'une part, le sujet du génocide des Tutsis, c'est un sujet très difficile, et parler de la responsabilité française, c'est encore plus difficile, je trouve. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir fait cet effort de rester jusqu'à là.